Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphospodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement, je vous l'envoie un mercredi sur 2. Dans cette newsletter, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphospodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Aujourd'hui, je reçois un homme qui consacre depuis 25 ans ses recherches sur les mécanismes émotionnels et qui l'ont conduit à mettre en évidence une capacité naturelle de régulation qui est disponible et utilisable en complète autonomie par tous les humains. Expert en pédagogie et en communication comportementale, il affirme que cette régulation émotionnelle serait très simple à mettre en œuvre lors de la manifestation d'une émotion indésirable et serait définitive. Waouh! Cette découverte révolutionnaire sur notre fonctionnement a été diffusée à travers la méthode Tipeee et son dernier livre, Revivre sensoriellement. Alors nous allons évidemment parler de libérer nos peurs, inconscientes ou conscientes, et débloquer nos répétitions émotionnelles. J'ai le grand plaisir d'accueillir Luc Nicon. Bonjour Luc. Oui, bonjour. Alors vous dites que nous sommes tous dotés d'une fonction autonome de régulation émotionnelle. Alors qu'est-ce que la méthode Tipeee et comment avez-vous fait ces découvertes ? Alors, déjà, je dois commencer par dire que la méthode Tipeee, c'est pas la bonne appellation. Finalement. D'accord, on dit pas méthode. Ni méthode, ni Tipeee d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment, il faut parler de régulation émotionnelle. Et par contre, Tipeee, c'est l'association avec laquelle je travaille depuis que j'ai créé, avec laquelle je travaille depuis le début, donc maintenant près d'une vingtaine d'années, et qui assure vraiment la promotion le plus possible dans la gratuité de cette régulation émotionnelle. D'accord, parce qu'on voit souvent par association méthode Tipeee, méthode Tipeee. D'accord, donc c'est bien de repréciser. Oui, d'accord, très bien, merci. Oui. Alors oui, du coup, pour cette première question, comment est-ce que vous avez fait ces découvertes et du coup développé cette régulation ? Au départ, je suis pas du tout un homme de soins. Oui. Mon métier, ce qui m'a toujours passionné, qui me passionne toujours d'ailleurs, c'est l'enseignement, c'est l'apprentissage. Comment on apprend et comment donc on enseigne. À un moment donné, c'est posé pour moi un problème dans mes recherches, dans cette direction-là, de se dire, je n'étais pas le seul chercheur à avoir cette réflexion, mais on s'est dit, finalement, la seule vraie difficulté que l'on peut rencontrer, ce sont les personnes, les enfants comme les adultes, qui sont en blocage d'apprentissage. L'enfant devant son devoir de maths qui est complètement inhibé et on peut lui expliquer ce qu'on veut de la façon dont on le veut. Non, c'est bloqué, ça passe pas, c'est hermétique. Comment faire avec ces personnes-là ? J'ai cherché beaucoup de choses. On a essayé plein de directions potentielles possibles. Je me suis beaucoup aventuré sur le sensoriel puisque ça c'est beaucoup ma partie dans l'apprentissage. J'ai beaucoup mis en place des systèmes d'apprentissage qui passent par le corps et par les émotions aussi. Donc à un moment donné, naturellement,
dans mes essais, j'en suis venu à demander un jour à une personne qui était vraiment bien bloquée, qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? Et là, elle m'a répondu ce qui se passait dans son corps. Oui, elle a décrit. Donc, elle m'a parlé des sensations physiques qu'elle ressentait dans son corps, tout naturellement. Moi, je savais pas trop quoi lui dire, donc dans ces cas-là, je dis rien. Et je l'ai laissé faire. Et au bout d'une trentaine de secondes, elle était complètement relâchée. Elle avait fermé les yeux, elle les a ouverts, et elle m'a regardé, et elle m'a dit, maintenant je pense que je peux y arriver. Et effectivement, elle s'est mise à faire ce qu'elle avait à faire, et tout s'est très bien passé. Mmh. Ah, ça m'a intrigué, bien sûr. Oui. La fois d'après, j'ai recommencé la même chose. Mmh. Avec une autre personne ? Avec une autre personne. Mmh. Avec d'autres personnes, à chaque fois le résultat a été le même, c'est-à-dire que ces personnes pouvaient reprendre le cours de leur apprentissage là où elles l'avaient arrêté finalement, là où ça s'était figé, bloqué, et voilà. Et c'est vraiment comme ça que la régulation émotionnelle est née pour moi. Et après, de l'appliquer à d'autres difficultés, ça c'est venu bien après, parce que j'imaginais pas du tout que ça puisse servir à autre chose au départ. Et alors comment c'est venu justement après ? Après, c'est venu par l'intermédiaire plus dans mon cercle familial, à travers mon fils, notamment sur des phobies. À un moment donné, j'ai essayé, et puis il s'est passé la même chose. Alors là, ça a été beaucoup d'excitation, Oui. et de se rendre compte que ça pouvait servir aussi bien aux angoisses, aux paniques, au stress, tous les petits stress du quotidien, sans parler des gros stress, je dirais. Ça marchait exactement toujours de la même façon. Ce qui a été le plus déterminant pour moi de m'intéresser à ça de façon beaucoup plus importante, ça a surtout été le fait de m'apercevoir que une fois que la personne avait fait cette connexion, cette reconnexion avec ses sensations, eh bien, ça ne revenait plus après. Si je prends l'exemple d'une personne qui est en difficulté pour prendre la parole en public, par exemple, ce qui est mon cas, ce que je vous évoquais juste C'est avant ça. l'interview. Et je suis amenée, comme je vous disais, à monter sur scène régulièrement, mais je n'arrive pas à me défaire de cette peur, de ces tremblements, d'un certain nombre de phénomènes physiques. Et donc, vous allez à un moment donné vous connecter avec les sensations physiques qui se passent dans votre corps, ces tremblements, toutes ces choses-là, et puis laisser faire ces sensations ce qu'elles veulent faire. Les laisser vous amener là où elles veulent bien vous amener. Ça va très vite puisque ça dure entre 5 secondes. Les enfants, c'est ça, c'est même 3, 4, 5 secondes et puis ça y est, c'est fini. Adultes, on a un peu plus de peut-être de résistance, je sais pas. De filtre. Oui. Et donc, la moyenne, c'est 20 secondes, 25 secondes. Ça peut aller jusqu'à 50 secondes, allez. Ouais, ça reste très rapide. Mais c'est extrêmement rapide. Donc, on va se laisser traverser par ces sensations qui vont évoluer d'une manière ou d'une autre. On sait absolument pas du tout comment elles vont évoluer finalement. C'est un peu comme un film où je connais pas l'histoire. Je suis l'histoire, je suis les images, je suis les dialogues, etc. Et puis je découvre ça au fur et à mesure. Sauf que là, c'est pas des images, c'est pas des dialogues, c'est vraiment des sensations physiques. Mais voilà, je les laisse évoluer. Je suis spectateur de tout ça. L'avantage, c'est que ça se termine toujours bien. Ouf, merci pour la fin du film. Super film, oui. Et une fois que ça s'est fait, eh bien, vous allez vous retrouver une nouvelle fois devant un public à devoir intervenir en conférence ou des choses comme ça. Et là, un miracle, il n'y a plus rien. Tout se passe bien, vous pouvez être tranquille, bien avec les personnes avec qui vous êtes, avec le public, et au contraire, c'est un plaisir, bien sûr. Il arrive qu'on soit tellement justement stressé ou bloqué, quelle que soit la situation, où je pense même à certaines pathologies, pathologies ou problématiques, je pense à ma fille qui est dyslexique par exemple, où finalement le blocage est tellement fort que on n'arrive pas soit à observer, être en auto-observation et laisser aller, et on lutte contre même ce qu'on pourrait ressentir. Alors c'est différent. Le cas de la dyslexie, on a affaire là à du comportemental. Oui. C'est-à-dire qu'il y a de l'émotionnel, certes, mais qui vient se mélanger avec une habitude comportementale qui a été prise.
Et il faut utiliser d'autres leviers. Alors on sait faire, mais c'est plus complexe. Oui. Et il va s'agir effectivement de s'adresser à un spécialiste qui est formé, qui connaît cette complexité et qui va pouvoir dénouer tous ces fils en 2-3 séances. Normalement, ce sont des choses qui sont réglées. D'accord, oui, donc c'est très rapide malgré tout. C'est très rapide, ouais. mais ça passe par une personne qui en a la maîtrise et qui peut vraiment à ce moment-là accompagner votre fille. D'accord. Et dans le cas effectivement d'un blocage ou d'un stress important, et dans votre livre Revivre sensoriellement, vous en parlez aussi, c'est-à-dire que quand on est dans une situation par exemple d'urgence ou de stress énorme, oui. Il est difficile à ce moment-là de prendre ce temps d'arrêt et de se dire j'observe et je laisse passer l'émotion. Là, on est plus en mode entre guillemets survie, on va dire. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça ? Non, dans le sens où, en fait, si je suis submergé par une émotion, j'ai tendance à faire ce qui est le plus rapidement disponible, le plus à ma disposition, et ça, c'est l'intellect qui cherche une solution. Oui. Le corps est complètement dans tous ses états, l'intellect va chercher une solution. S'il connaît pas cette solution oui. D'aller dans son corps, ou s'il l'a pas expérimenté déjà, ou s'il n'est pas convaincu, je dirais, du bien fondé de cette possibilité, de cette solution, il va aller chercher les solutions dont il a l'habitude, la respiration, toutes sortes la fuite en cas de danger, tout simplement, oui. complètement. Maintenant, si c'est vrai que si l'intellect est bien convaincu que la meilleure chose qu'il puisse faire, c'est de se réfugier à l'intérieur de ses sensations, à l'intérieur de son émotion, je dirais presque. Oui. C'est vrai que c'est la meilleure forme, parce que je sais que dans 10, 15, 20 secondes, je suis tranquille, je suis libéré de ça. Donc, une fois que la première fois, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais dès que j'ai expérimenté et que je vois qu'effectivement, ça se passe très simplement et très rapidement, c'est la meilleure forme que je puisse trouver aujourd'hui sur le marché, je dirais. Ouais. C'est sur le marché de la régulation. Voilà, je peux pas faire mieux. Oui. Je peux pas me faire mieux que de me réfugier à l'intérieur de moi-même, dans mes sensations. Mais c'est beau ce que vous avez dit juste avant, c'est se réfugier à l'intérieur de son émotion. Oui, tout à fait. On entend très peu ça finalement. C'est très imagé en même temps. Il y a quelque chose même de l'enfant intérieur qu'on imagine. Il y a quelque chose de cet ordre-là, du refuge comme ça. Mais oui, parce que un retour à soi, ça vient de loin de toute façon. Ce qui s'est passé en nous, ce qui nous a mis dans ce blocage, dans cette difficulté-là, ça date pas d'hier. Ça vient de notre, c'est dans notre histoire. Et ce qui peut nous reconnecter avec notre histoire, c'est seulement nos sensations. Parce qu'avec notre intellect, ça fonctionne pas. Il interprète, il suppose, il fait plein de choses, mais ça fonctionne pas. Il y a que nos sensations, il y a que notre corps qui sait où ça se passe. Et en fait, c'est là où il nous conduit. Et quand on accepte de porter attention aux sensations, oui, le corps va nous conduire là où ça se passe, et ça va se dénouer, ça va s'actualiser, ça va se réharmoniser. Je sais pas comment il faut dire ça, mais oui, tous ces termes se paraissent justes. Et comment se fait-il que nous soyons si détachés entre notre intellect et notre corporalité en fait, et qu'on manque de lien et de dialogue finalement entre les deux. Alors peut-être certaines personnes chez qui c'est très naturel, mais quand même chez la majorité de nos contemporains, ça l'est pas et ça reste douloureux. Oui, encore que c'est une analyse qui concerne vraiment les pays occidentaux et américains, oui. etc. Parce que c'est pas du tout la majorité du monde. Dans la majorité de la population, les gens sont beaucoup plus connectés avec leur sensoriel à travers qu'avec la danse, leur intellect. Oui. Complètement. Oui. Je travaille beaucoup avec les Chinois. Oui. C'est un vrai plaisir parce que pour eux, ils disent mais voilà, nous avec l'intellect, on a beaucoup de mal avec tout ce que l'Europe, tout ce que les États-Unis nous proposent, la psychanalyse, même les choses très courtes, très brèves, qui passent pas par le corps mais qui passent par l'intellect. Nous, on sait pas faire.
Par contre, dès qu'il s'agit du corps, c'est une évidence. Oui. On se pose même pas la question. Donc, effectivement, là, on parle bien, on va parler de l'Europe. En Europe, on a énormément surdéveloppé l'intellect. Ouais, tout ce qui est en dessous de la ceinture, en fait, on a vraiment du mal. Tout à fait. Ouais. Mais c'est un peu normal, puisque l'intellect nous réussit bien. Donc, on a capitalisé dessus. Mais je pense vraiment que il n'y a pas si longtemps que ça, on était surtout de l'émotionnel, du sensoriel, et qu'on était tout à fait en phase avec notre sensoriel, beaucoup plus qu'avec l'intellect. On utilisait beaucoup moins notre intellect. On a voulu tout résoudre avec l'intellect. Aujourd'hui, on se rend compte que ça le fait pas. Ça marche pas. On peut pas tout résoudre avec l'intellect. Et on a deux formidables possibilités d'appréhension et de l'extérieur de notre environnement et de notre intérieur, qui sont le sensoriel et l'intellect. Il faut utiliser les deux et à bon escient. Et là, en l'occurrence, il faut qu'on réapprenne à utiliser vraiment. C'est même pas utile. Le mot, il est pas très beau utiliser. À vivre. Mais à vivre avec notre sensoriel et à lui faire la place qu'il mérite complètement. On se prive de ça enfant, en fait, c'est ça aussi à l'école. On nous apprend à nous priver de ça parce qu'au départ, on est complètement ça. Oui, l'enfant saute, danse, joue, n'a aucune inhibition. Tout à fait. Et nu. Ouais. Et donc, on apprend intellectuellement à structurer les choses, à organiser les choses, et on fait de plus en plus confiance à l'intellect, et on se détache de plus en plus, effectivement, de notre sensoriel. Je pense qu'on est en train de voir un retour aujourd'hui à ça, et je pense qu'on a tout à y gagner. Ouais. On est presque même arrivé en Occident, c'était bien de le souligner, à une forme de dyslexie corporelle, presque. Oui. Tout à fait. Alors vous parlez aussi de base scientifique en fait de la régulation émotionnelle. C'est quelque chose qui était important pour vous de montrer aussi peut-être scientifiquement. Vous avez pourtant expérimenté des milliers de cas. Une méthode une voie, je sais pas comment on pourrait dire en fait, où la régulation c'est très simple, c'est à la portée, on le disait un peu hors antenne, mais de tout être humain. Et finalement, on a quand même besoin dans notre société occidentale de prouver que ça fonctionne. Et oui, toujours l'intellect. On revient à ça finalement. Donc, s'il y a pas ça, on n'est pas crédible. Il y a de la suspicion, ouais. il y a pas le feu vert. Un peu pour que ça soit pour les médias, que ça soit pour les scientifiques. J'ai été invité, c'était en début d'année, à un congrès de médecine non médicamenteuse. Waouh, une révolution. C'est extraordinaire. Oui. Ça montre qu'il y a une évolution qui se fait aussi parmi les médecins. Mais pour l'instant, ça reste encore très localisé, très petit. Il faut montrer patte blanche, et patte blanche, c'est des publications scientifiques, c'est des études qui accréditent comment ça se passe et que ça se passe bien comme ça et que les résultats sont conformes à. Et dans ce sens, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui sont évidemment positives, qui mettent complètement en évidence ce qui se passe à partir du moment où avant on était avec une difficulté émotionnelle, après on ne l'a plus. Maintenant, reste à avoir des études qui soient plus spécifiques dans la transformation qui se passe au niveau du cerveau, de toutes les connexions neuronales, etc. On y vient. Je pense que c'est qu'une question de temps, peut-être 1 an, 2 ans. Demain, j'ai une formation ici même, et parmi les personnes formées, il y aura 4 neurologues. Ah oui, formidable. À l'heure où nous parlons, nous sommes à Paris. On pourrait être n'importe où dans le monde. Oui, tout à fait. Donc, ça m'enchante parce que ces personnes-là s'intéressent à ça, et parmi eux, mais il y a déjà des choses qui sont en cours pour faire ce type d'études. Voilà, ça va se faire. Maintenant, je dirais que dans l'absolu, ça a un intérêt bien sûr scientifique, et puis ça peut amener à comprendre peut-être des mécanismes, d'autres choses. Dans l'absolu, ça sert à rien. Ouais. C'est pas ce qui va permettre de faire mieux et de venir en aide plus valablement aux personnes. Ça, on sait faire dès à présent.
Alors justement, Luc Nicon, les gens qui viennent voir des thérapeutes qui sont formés, et il y en a combien aujourd'hui? Il y en a beaucoup, je crois, à la régulation émotionnelle. Il y a plus de 3000 personnes qui sont Voilà, quelques milliers, j'allais dire, formées. C'est ça. Oui. Les gens consultent pourquoi, en grande partie? Quels sont les grands blocages qui reviennent régulièrement et sur lesquels, finalement, la régulation émotionnelle a vraiment des résultats, je dirais, incroyables, spectaculaires? Alors, ça fonctionne pour beaucoup de choses, pratiquement pour tout, vous le disiez tout à l'heure. Tout ce qui touche l'émotionnel, effectivement, est concerné et ça fonctionne. Il y a pas de hiérarchie. Il n'y a aucune hiérarchie entre la petite peur de l'araignée et puis la grosse angoisse panique existentielle. C'est la même chose. C'est le même mécanisme. Il n'y a pas de différence. Ni en termes de durée, ça va mettre aussi longtemps pour la petite araignée que pour aussi peu longtemps, je dirais, pour la petite araignée que pour une grande crise d'angoisse. C'est le même mécanisme et il se passe la même chose et voilà. Maintenant, effectivement, les gens aujourd'hui ont pas encore pris l'habitude de faire des régulations pour des petites choses du quotidien. Parce que on passe par-dessus, on s'en accommode, Oui. On a l'habitude. Oui. Et c'est très dommage parce que c'est ces petites choses au quotidien qui consomment énormément d'énergie dans une journée. Oui, c'est chronophage. Ah, complètement. Ouais. Et ça nous bouffe de l'intérieur, donc ça nous rend malade quelque part. Complètement. Ouais. Et c'est vraiment là où j'essaie d'attirer le plus possible actuellement l'attention, c'est là-dessus. On va passer une journée où on a plein de choses à faire. Il y a énormément de choses précises à assurer, beaucoup d'activités, mais on est complètement tranquille, on est en sérénité, en sécurité pour les faire. Le soir, on est tout à fait en forme pour aller faire la fête, au contraire. Ouais. Ah ben ça tombe bien, ce soir je vais faire la fête. Voilà. On va faire une petite régulation avant. Par contre, si je fais tout ça, ou même pas grand-chose dans ma journée, mais que je suis en tension pour faire tout et n'importe quoi, le soir, j'ai juste envie d'aller me coucher, je suis épuisé. C'est pas une question d'activité que l'on fait, surtout avec les activités qu'on fait aujourd'hui, elles sont pas épuisantes. Non. C'est vraiment toute la tension qu'on met dans ces activités. Toutes les peurs, tous les stress, toutes les angoisses, toutes les colères, toutes les incertitudes, c'est tout ça qui nous prend énormément d'énergie. Et c'est là où on pourrait parler vraiment d'une hygiène émotionnelle à avoir à chaque fois que je rencontre quelque chose qui me met physiquement pas bien. Eh bien, c'est d'aller voir ce qui se passe dans mon corps et puis de réguler ça et puis d'être tranquille après. Y compris les pensées justement négatives. On dit qu'on a beaucoup plus de pensées, de ruminations négatives, entre guillemets négatives, parce qu'après, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif, tout est relatif. C'est une autre histoire, oui. Voilà, mais en tout cas, qu'en proportion, justement, des pensées un peu comme ça, ruminantes, énergivores, sont plus nombreuses. Si je suis occupé par une pensée qui me convient pas, oui. Qui m'est désagréable, il se passe quelque chose dans mon corps à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Oui. Je me connecte avec mes sensations, et puis quand je vais en avoir terminé, cette rumination ou cette pensée négative, elle est où? Je vais plus la retrouver, ou je vais plus du tout la considérer, voir les choses de la même façon, et simplement, là, je peux devenir actif par rapport à ce qui m'occupait, à ce qui me préoccupait. J'ai une vision qui est complètement modifiée, qui est complètement changée à ce moment-là. Finalement, ces émotions qu'on peut qualifier de négatives ou de positives, peu importe, même sans jugement, elles sont des messagères qui sont extrêmement utiles en réalité. On peut vraiment avoir de la gratitude et les remercier parce qu'elles viennent à chaque fois nous délivrer un message dont on peut immédiatement se libérer en fait. Tout à fait, mais encore faut-il, on peut avoir de la gratitude si on les considère dans ce sens-là, à savoir l'opportunité, quand on le décide, de s'en séparer et que ça ne revienne plus, de façon itérative, je crois que c'est le terme exact, de revenir constamment, nous prendre de l'énergie, nous prendre la tête. Oui, nous prendre la tête, exactement, d'où l'expression.
et nous permettre d'arrêter de cogiter. Vous étiez quelqu'un plutôt à titre personnel. Comment vous étiez justement vous ruminiez déjà, vous étiez quelqu'un d'assez apaisé. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos émotions? Ce que ça a changé, c'est énorme. J'étais quelqu'un qui était peu présent. Dans le sens où j'étais comme beaucoup de personnes très occupé par ce qui va se passer la minute d'après, l'heure d'après, le jour d'après, la semaine d'après, le mois d'après, et je vivais toujours dans qu'est-ce qui allait se passer. Alors il y a des gens qui vivent dans qu'est-ce qui s'est passé aussi, Oui. hein. Mais moi ma principale occupation c'était qu'est-ce qui va se passer. Et ce qui fait que j'étais peu là, j'étais peu présent. Aujourd'hui, je crois que je suis devenu un champion de la présence, c'est-à-dire que je fais les choses en étant là au moment où elles se présentent et j'ai un plaisir énorme à les faire. Je suis vraiment avec les gens avec qui je partage ces moments et c'est extrêmement délicieux, c'est très agréable. Oui, alors vous le voyez pas, il est tellement présent que son micro est parti sur le côté. Il a oublié ce qu'on était en train on était... Donc effectivement, cette présence qui est essentielle en fait dans notre quotidien. D'où ça vient on parle des traumas, on parle de l'enfance et pourtant, dans cette régulation émotionnelle, on ne fait pas forcément appel à une mémoire consciente de ce qui s'est passé dans l'enfance. Comment ça se joue? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le processus? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Difficile d'être catégorique là-dessus. Oui. Dans le sens où ce que j'ai été amené à comprendre, j'ai fait une étude importante sur 300 personnes, près de 300 personnes, pour assurer un petit peu justement tout ce mécanisme et puis valider le fait que ça fonctionnait tout le temps de la même façon. Pendant cette étude, ça a été extraordinaire pour moi parce que du coup, je me suis intéressé à ce que disaient les gens pendant l'évolution de ces sensations, même si c'est très bref, surtout que au tout début, ça l'était pas tant que ça. C'était plus long parce que pour les besoins de l'étude, je pouvais pas faire sur le moment, quand les personnes se retrouvaient en émotion, leur coller un micro devant le nez et pour enregistrer ce qui se passait, parce que une étude, il fallait que effectivement il y ait tous les enregistrements, des documents signés en préalable, etc. C'était pas possible sur le vif. Oui. Donc il a fallu que j'invente une possibilité de le faire en différé. Donc en différé, ça prenait plus de temps. Et c'est ce que font les spécialistes qui sont formés. Ils le font en différé. Et donc ce en différé, en prenant plus de temps, ça permettait aux personnes de dire plus de choses aussi. Ce qui est plus le cas maintenant. On est revenu à quelque chose qui est beaucoup plus simple. Plus immédiat, oui. Plus immédiat. Mais au tout début, c'était pas encore très bien affirmé tout ça. Et j'ai eu plein d'infos, même des images qui venaient, des choses comme ça, qui se rapportaient principalement à la naissance et avant la naissance. Au début, moi, je pensais que c'était un peu de la fabulation, tout ça. C'était un phénomène de mode, etc. Sauf que tous me racontaient à peu près les mêmes choses et des choses, des fois, qui étaient pas... où on se disait, mais ils ont vu le même film ou quoi? C'était troublant quand même. Donc, j'ai fini par m'intéresser à... la première fois, à un précis d'obstétrique, tout bêtement, que j'ai ouvert. Et là, j'étais effaré de voir que tout ce que les gens me racontaient, je le retrouvais dans ce livre. Après, j'étais voir des obstétriciens je leur faisais écouter les enregistrements. Ils me disaient, waouh, mais c'est incroyable. C'est vécu de l'intérieur, ce qui se passe pour un fœtus, pour un futur bébé ou un bébé qui est en train de naître. Qu'est-ce que vous entendiez, par exemple, qui revenait comme ça régulièrement? Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Les cordons, tiens, par exemple. Oui, puisqu'on est avec nos micros, là. Voilà, et avec des nœuds. Et donc, oui, un nœud dans un cordon ombilical peut occasionner des difficultés sévères
Et notamment, s'il y a étirement du cordon ombilical avec un nœud, un emmêlement, il y a de l'oxygène qui passera plus difficilement, voire plus du tout, et occasionner une perte de connaissance. Cette perte de connaissance, les personnes qui se retrouvent dans certaines conditions, avec certaines difficultés psychologiques, eh bien, c'est ce qu'elles vont revisiter. C'est ce moment-là, quand il y a l'emmêlement, quand il y a plus d'oxygène qui arrive, c'est cette panique-là du corps qu'elles vont revivre. Et qui est à l'origine, eh bien, de tout ce qui peut les occuper par la suite, qui a rapport avec ce type de, par exemple, je vais pas y arriver. Oui. Manque de confiance. Des choses comme ça. Alors, est-ce qu'on a besoin de connaître? Pas forcément, puisque évidemment, on ne sait pas ce qu'on a vécu in utero, et puis la mère ne le sait pas. Elle peut Vraiment être, pas du tout. Donc, on n'a pas besoin de revenir à l'origine du trauma. Non. Par contre, vous savez que ça prend origine probablement. Tout pousse à croire que c'est le cas. Oui. Et que les pertes de conscience, notamment les pertes de connaissance, sont dans notre mécanisme de création, je dirais, de nos phobies, de nos peurs, nos angoisses, de tout ça, sont partie prenante de façon très très forte. Par exemple, dans votre livre que j'ai lu avec passion, Revivre sensoriellement, vous avez vraiment ces exemples aussi avec les jumeaux, oui. Ce que certains appellent un peu le syndrome du jumeau perdu aussi. Quelle est l'empreinte que ça peut laisser? Quel type de trauma, de blessure, de peur ou de phobie ça peut entraîner plus tard? Il est évident que si j'ai partagé la même poche amniotique avec un jumeau qui lui n'était pas viable, même une semaine, même tout à fait, absolument, quelques heures finalement, parce que je fais une petite parenthèse, mais on dit qu'il y a très peu de gémellité. Aujourd'hui, cet avis est de moins en moins partagé par les spécialistes qui pensent qu'au contraire, il y en a énormément. Simplement, beaucoup vont se dérouler sur la première semaine, les 15 premiers jours. Et ceux-là, on ne sait pas les répertorier. Mais n'empêche que de plus en plus, on pense que l'enfant unique, sans doute, est une exception au tout départ. C'est fou. Et oui. Ouais. Donc, on aurait tous, à certains stades de développement ou à d'autres, vécu quelque chose qui serait en rapport avec une forme de vie que l'on aurait partagée et qui n'aurait pas été suffisamment viable pour nous accompagner jusqu'au bout du trajet. Ça nous donne cette espèce de nostalgie de l'ailleurs, ou nostalgie de la fusion, de l'autre, du divin, Je pense que ça vient de là. Je pense que c'est vraiment d'avoir partagé quelque chose d'extrêmement intime, cellulairement, je dirais, qui fait que peut-être carrément on est à la recherche de notre double, à la recherche en tout cas d'une communion avec les autres. On parle beaucoup d'âme sœur, de flammes jumelles. Bien Après, sûr. chacun en pense qu'il en veut, peu importe. Tout à fait. Ça fait partie de cette grande vague aussi New Age un peu, mais si j'ai vécu ça, mais on recherche ça. Oui, on recherche ça. Et si j'ai vécu ça, il est bien évident que quand je suis en relation avec quelqu'un, et pas en relation intellectuelle, mais en relation sensorielle avec quelqu'un, s'il s'en va, je suis pas bien. Et il y a des personnes qui ont vécu ça fortement, c'est intolérable pour elles. Si elles vont, à travers leurs sensations, revivre ça, d'où le titre Revivre sensoriellement, si elles vont revivre ça, elles vont pouvoir réharmoniser ce qui s'est passé à ce moment-là, le réactualiser, et puis ça y est, c'est ok, je peux vivre une relation sensorielle avec quelqu'un sans paniquer quand ça s'arrête. Ou sans chercher la passion, la fusion, c'est ça, le mythe dans l'androgynie, on va dire. Tout à fait. Voilà, c'est l'exemple premier, je dirais, de ce que l'on a pu vivre effectivement dans le ventre de notre maman.
Donc, comment se déroule concrètement une séance? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir vraiment dessus? Vous disiez ça se passe très vite avec la façon dont vous l'aviez observé tout au début, la première fois que c'est arrivé avec cette femme. Oui. Une séance se déroule comment concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment bien voir deux choses. Il y a ce qui me paraît être cette capacité naturelle à l'état brut, Oui. c'est-à-dire je suis dans une émotion, je porte mon attention sur mes sensations, je les laisse évoluer, se transformer, et puis je m'en libère. Ça, c'est vraiment ce qui concerne tout le monde et à la portée de tout le monde. Oui. Et voilà, ça c'est ce que je veux partager avec le plus grand nombre d'individus sur cette planète. Et là, c'est l'objectif que je me suis fixé. Et là, vous avez publié un outil qui est incroyable, qui est ce petit livre pour les familles ou pour tout à chacun, très bien illustré, où on voit que c'est très simple. Il y a juste quelques phrases finalement dans ce livre. Oui, même plus peur, vraiment destiné aux enfants, justement pour eux c'est d'une simplicité extraordinaire. Nous on y met un peu plus de nos expériences, de tout ça, donc ça rend un peu les choses compliquées, un peu plus compliquées. Mais voilà, cette simplicité là, ça pour moi c'est la vraie régulation émotionnelle, celle qu'on fait par soi-même et sans avoir besoin du tout d'intervention autre, que ça soit les enfants, que ça soit les adultes. Après, j'évoquais, et ça c'est avec donc la première étude que j'ai faite où j'avais développé ça, la possibilité pour des professionnels de la santé de venir en aide aux personnes qui sont en difficulté et qui sont pas enclins à se prendre en charge, je dirais, à apprendre très simplement et se prendre en charge. Donc là, on va passer par évoquer des choses, des situations qui se sont passées et les ramener, je dirais, les réchauffer. Oui. Leur permettre à nouveau d'exister là maintenant. Oui. Et pour pouvoir refaire exactement la même chose, en fait. Ce qui est pas toujours évident d'ailleurs, hein, de revenir dans l'émotion de quelque chose de passé. Voilà, c'est là où à travers l'association Tipeee, on a mis en place un protocole qui est formidable parce que aujourd'hui, pratiquement à tous les coups, la personne se retrouve replongée dans cette situation et du coup peut revivre pleinement, faire une régulation émotionnelle. Oui. Oui. Mais ça demande là par contre une approche professionnelle, ça demande une compétence technique, et il faut l'acquérir et voilà. Donc pour moi c'est très séparé, cette utilisation en différé qui est une utilisation professionnelle, et cette utilisation que tout le monde doit maîtriser, que tout le monde doit connaître, voilà. Oui. Tout à fait. Du quotidien. Et on parlait de pays très loin, soit en Asie, soit en Afrique. J'ai pas mal expérimenté la régulation émotionnelle en Afrique. Les gens s'approprient ça, mais en l'espace de 5 minutes, il suffit de leur expliquer et ça y est, ils font par eux-mêmes et c'est merveilleux. Alors justement, quand on arrive à se libérer comme ça, il faut combien de temps pour se libérer un peu de toutes nos... Alors j'imagine ça dépend des personnes. Là, vous dites en Afrique, les gens sont très... Hop, ils incarnent ça rapidement. Ouais. Mais globalement, pour vraiment l'ancrer dans le quotidien et réussir à enlever une bonne partie de nos peurs, de nos blessures, peurs, blessures, enfin on va pas refaire toute la litanie des types d'émotions ou des traumas, mais... Comment est-ce que ça peut se dérouler? Il faut combien de temps à peu près? En général, on va s'attaquer à celles qui sont les plus présentes, à celles qui nous encombrent le plus, et ça va déjà amener un changement incroyable, je dirais, au bout de 5 régulations, 10 au maximum. On a vraiment notre vie qui est transformée. Parce qu'on en a quand même des pleurs, des blessures, des traumas, des petits au gros. Et c'est presque, je dirais, sans fin, parce que dans la vie, tous les jours est une occasion, on disait tout à l'heure. Hein. Sauf que une chose très particulière qui se passe, c'est que, allez, on va reprendre l'exemple de parler en public. Oui. J'ai peur de parler en public. Je vais réguler ça.
Et je m'aperçois que là où j'avais peur aussi quand je nageais dans la mer, de plus avoir pied, que je paniquais quand j'avais plus pied, ça a disparu. Connexe, oui. Et il y a plein de connexions qui se font. C'est-à-dire qu'il y a une racine qui donne lieu à plein de peurs qui s'expriment dans des situations différentes. Donc, quelquefois, je vais réguler une situation, un type de situation, et c'est plein de choses qui vont se transformer dans ma vie. C'est assez spectaculaire, tout à fait. Donc ça, c'est plus ou moins spectaculaire, donc selon le petit fil que je vais tirer. Mais c'est vrai que les 5-10 premières que je fais de la vie de tout le monde, elles changent énormément de choses. Après, ce sont des familles comme si c'était des familles de peur ou des familles de blessures. Voilà. Ouais. Après, je vais continuer à en rencontrer, bien sûr. Et là, ça dépend pour chaque personne. Il y a des personnes notamment qui en ont plein. Un fourmillement de peur, mais pas de grosses peurs. Oui. Et puis d'autres qui en ont 3-4 énormes. Bien grosses, oui. Par contre, derrière, quand c'est déblayé, ma foi, ça laisse énormément de place. Et puis, il y a celles qui sont pas révélées encore. C'est-à-dire que je n'ai pas encore rencontré. Beaucoup de gens me disent, mais avant que je me fasse agresser, par exemple, dans la rue, jamais j'avais eu peur de marcher dans la rue, etc. J'avais pas pensé. Et d'un seul coup, ça se met en marche. Donc, il y a des situations peut-être que je vais rencontrer dans le futur qui vont faire que je vais me retrouver à me découvrir de nouvelles peurs qui étaient sans doute latentes. Elles étaient sans doute présentes en moi, mais elles n'étaient pas exprimées. Et il faudra que j'agisse à ce moment-là. Donc, dans ce sens-là, on peut dire c'est très certainement sans fin. Je suis amené à découvrir plein de peurs encore, sans doute, qui m'occupent. Sauf que j'en fais de moins en moins. Je suis tout content maintenant quand il y en a une qui arrive parce que je me dis chouette. Alors c'est ce que j'allais dire. En fait, c'était exactement ma question. Quelque part, la peur parfois, là on parle beaucoup de la peur, mais c'est pas la seule émotion. Mais c'est aussi ce qui nous rend vivants, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met en vie. Et parfois, quand on frise justement des choses un peu border, on n'aime pas, mais en même temps on aime bien. Je crois qu'on confond vraiment. Pas des grands traumas. Oui, mais je crois qu'on fait une confusion en fait. Si je vais parler de moi par rapport à ça. J'étais bourré de peur. Quand je parle de peur, pour moi, une panique, c'est une peur. Oui. Une angoisse, c'est une peur. Une colère, je me mets en colère parce que j'ai peur de quelque chose. Donc, quand je parle de peur, c'est vraiment un mot générique en fait. Oui. Donc j'étais bourré de peur, même si je me rendais pas trop compte parce que ça allait pas mal quand même. Oui. Aujourd'hui, ces peurs, elles ont fait place à une énorme sensibilité que je n'avais pas avant à ma disposition. Je suis sensible au végétal, même aux cailloux, je dirais. Ouais, au minéral. Et d'autant plus aux humains, bien sûr. Alors qu'avant, je n'avais pas cette sensibilité. Et c'est ça qui me fait vraiment vibrer aujourd'hui. Ou alors vous étiez peut-être un hypersensible qui s'était calfeutré par peur de sentir. Évidemment, comme beaucoup, bien sûr qu'on a tous cette sensibilité-là en nous. Simplement, on la laisse pas s'exprimer, on la laisse pas vivre, on se laisse pas vibrer. Et ce qu'on retrouve, c'est ça. Et c'est vraiment ça la vie. C'est pas les grandes choses que l'on surmonte, les grandes victoires que l'on a sur nous-mêmes. À la limite, je dirais presque, c'est stupide. Parce que c'est une débauche d'énergie pour quelque chose qu'il va falloir recommencer par la suite. Parce que oui, dans les études sur la psychologie du bonheur, on voit qu'en fait, quand on mesure un avant, un après, un marathon, enfin des grands succès, finalement ça retombe. Ce n'est pas du tout durable. Donc on se dit, à quoi bon finalement aller décrocher des. C'est ça le problème. Alors c'est vrai que c'est des victoires sur nous-mêmes à répétition. On coche des cases, quoi. Mais à l'arrivée, c'est très dur parce que c'est vain et on s'en rend bien compte. Et puis quand on n'est plus en mesure d'avoir ces victoires, ça fait mal parce que on n'est plus en mesure de gagner les marathons.
Ouais, donc il y a un deuil. Et là, ça passe mal. Donc non, c'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est effectivement pouvoir nous libérer, faire un champ table rase de toutes nos peurs, de tous nos stress, et pour pouvoir exprimer vraiment vivre notre sensibilité. Et ça, c'est magnifique. Ouais, c'est merveilleux. Ça ouvre à d'autres espaces du sensible, en fait. Tout à fait. Un état Beaucoup différent. de créativité, La spiritualité beaucoup de confiance. aussi. Bien sûr. Ouais. Pour moi, le principal écueil à atteindre la spiritualité, c'est nos peurs. Si je les enlève, je suis en connexion avec cette spiritualité, je suis en connexion avec moi-même, avec les autres, avec ce qui m'entoure. Je suis l'être spirituel, le divin. Tout à fait. Ouais, Oui. qui est en moi. Oui. Est-ce qu'on peut, je dirais, travailler sur des blessures qui datent peut-être soit de notre arbre généalogique, soit qui viennent éventuellement de karma ou de vie antérieure, pour ceux qui y croient, bien entendu. Je pense en particulier d'abord à la psychogénéalogie, dont on parle de plus en plus. Oui. Comment est-ce qu'on peut travailler sur les traumas de nos ancêtres ? Il y a une personne, Olivier Humbert, qui est bien connu en France, en tout cas en Europe, généralement, bien connu des personnes qui ont fait des lyings, des revêcus de vie antérieure, des choses comme ça, et qui, lors d'une conférence que je faisais, était présent et avait pris la parole, parce qu'il s'était formé à mon travail, et qui avait expliqué, et là je reprends ses propos, il avait dit, écoutez, moi j'ai permis à beaucoup de personnes de revivre des vies antérieures, je dois être honnête, je n'ai jamais permis à personne de se guérir de quoi que ce soit. De comprendre, oui, donc d'assumer, oui, mais de guérir, de transformer les choses, non. Et ça, pour une raison qui me paraît très simple, c'est que les vies antérieures sont du domaine de l'atome. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire de l'atome et que on se met en connexion de cette mémoire atomique, de ces mémoires atomiques, puisqu'il y a des milliards d'atomes qui nous constituent. On se met en connexion avec ça et donc on va comprendre ces atomes qui se sont regroupés ensemble, un peu quelle est leur histoire et pourquoi on se retrouve à vivre des choses qui sont un peu toujours les mêmes. Oui. La régulation émotionnelle, c'est une histoire cellulaire. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la mémoire de l'atome, mais dans la mémoire d'une cellule, d'une multitude de cellules qui nous composent. Et sur la cellule, on peut intervenir, on peut changer le cours des choses, on peut rétablir, on peut transformer. De toute façon, ce que l'on est physiquement se transforme tout le temps, constamment, à chaque seconde. Donc, effectivement, cellulairement, là, on peut intervenir. Et c'est dans ce sens où la régulation émotionnelle, elle intervient sur ce qui s'est passé depuis que il y a une toute première cellule qui a commencé à se démultiplier pour créer ce que l'on est. À quel moment d'ailleurs elle se crée, cette cellule ? Bien au moment où il y a une fécondation qui... C'est à ce moment-là qu'il y a vraiment un processus de conscience, d'incarnation qui se joue. C'était ses propos. Oui. J'ai trouvé ça très, très limpide, très clair. Oui. Est-ce que c'est juste vraiment, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très éclairant par rapport un petit peu à toutes ces choses qu'on ne peut pas nier, parce que effectivement, tout ce que j'ai pu vivre et qui semble m'occuper aujourd'hui et qui vient pas de ma vie terrestre d'ici, mais qui vient d'autre chose, ça existe. On peut pas le nier, mais voilà. J'ai trouvé ces propos qui mettaient bien les choses d'un côté et de l'autre pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Oui, c'est passionnant, effectivement. Oui. Quelle est votre espérance ? On arrive hélas à la fin de ce podcast, on pourrait vous écouter des heures tellement c'est passionnant. Alors on dira aussi pour celles et ceux qui ont envie d'abord de trouver un praticien, quelles sont les bonnes adresses, les sites internet, etc. tout à l'heure.
Mais quelle est votre espérance avec la régulation émotionnelle et vos projets en fait pour l'avenir, pour continuer à le développer ? Quand j'ai décidé de m'impliquer dans la communication, dans le partage de la régulation émotionnelle, ça a été très très vite à me dire, mais ce truc-là, ça concerne chaque individu sur la planète, ça appartient à personne, ça doit appartenir à tout le monde. Et c'est d'une simplicité phénoménale. Complètement. Et donc, mon propos, il n'a pas varié depuis. et plus que jamais, l'idée, c'est que tout le monde sur cette planète, le plus rapidement possible, sache d'abord qu'il a cette capacité naturelle en lui et qu'il peut l'utiliser quand il le souhaite. Pour vous, ça pourrait être une résolution des grands maux de ce monde ? Je pense que ça ne peut passer que par ça. Parce que tant que les gens sont en peur, ils font des choses effroyables. Si j'enlève la peur, je peux être avec tout le monde, avec moi-même en premier, et puis avec tout le monde, et je peux construire des choses à ce moment-là. Et plus pour me défendre, mais juste pour être encore mieux avec moi-même et avec les autres. Et je crois que si on observe un petit peu tout ce qui passe au niveau politique, à tous les niveaux, c'est de ça qu'il s'agit, c'est que chacun est sur la défensive, est en train de construire des choses pour se défendre. On occupe tellement de temps à se défendre. C'est affreux. Et en même temps, c'est ça que nous sommes venus aussi incarner, c'est-à-dire l'expérience de la peur, de la dualité. Sans doute. Mais je pense qu'il est temps maintenant de renverser un petit peu les choses et de revenir vers une profonde ouverture. Mais pour ça, il faut enlever les peurs. Très bien. Écoutez, c'était infiniment intéressant et passionnant. Luc Nicon, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres, on ne va pas tous les citer, mais Comprendre ses émotions, Tipeee, Revivre sensoriellement dont on a parlé, Même pas peur, ce livre pour les familles et les enfants que j'ai adoré. Oui, et pour les adultes aussi. Ah oui, aussi. Parce que c'est mon livre de chevet, à vrai dire. Le retour que j'ai, en fait, c'est que les adultes le lisent beaucoup. Exactement. On peut vous retrouver aussi sur votre site internet www.nicon.fr, c'est ça ? Non, .tipeee.fr. .tipeee.fr. Ah, j'avais mal noté, même excusez-moi. pas, non, pardon, excusez-moi. www.tipeee.pro. Alors, on recommence. Alors, on peut vous retrouver sur votre site internet et c'est vous qui allez donner l'adresse. Allez-y. www.tipeee.pro. Alors, Tipeee, T-I-P-I, tout simplement. Voilà, donc on vous avait dit à peu près 3000 personnes formées en France, mais dans le monde entier. Dans le monde entier, aujourd'hui, oui. parce que vous en faites France, des formations ça représente le plus gros contingent, ça doit être, 1200, 1300 personnes peut-être. Et si on veut trouver quelqu'un qui est formé pour des problématiques un peu plus particulières, on parlait de la dyslexie tout à l'heure, mais d'autres types de problèmes, est-ce qu'il y a... Sur le même site, et par contre, il y a la distinction qui est faite entre de l'émotionnel classique, je dirais, si je puis m'exprimer ainsi, et puis tout ce qui est comportemental, tout ce qui est également psychosomatique. D'accord, très bien. C'est parfait. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast.